c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui on se retrouve sur un bilan, je vais essayer de reprendre les bilans mensuels pour te donner envie tout simplement de passer à l'action, d'investir, que ça soit en bourse ou même dans d'autres domaines comme l'immobilier. Parce que c'est ce qui a marché en fait pour moi tout simplement. Donc je me dis que à l'époque je suivais d'ailleurs et j'aurais bien aussi aimé avoir quelqu'un de transparent qui me fournit ses chiffres pour me motiver et tout. Donc c'est vraiment ce que j'essaie de faire à travers ces bilans. Donc on va passer en revue aujourd'hui la performance de l'année en crypto et notamment je fais un zoom un peu sur le mois précédent, hein, donc le mois d'avril, puisqu'on est déjà presque mi-mai, mais la semaine dernière en fait j'étais en vacances quoi, donc j'ai pas, enfin si on peut dire ça, des vacances, mais en gros j'ai pas du tout travaillé, j'ai pas du tout fait de podcast ou même de mail. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve que aujourd'hui pour faire le bilan d'avril. Donc on passera en revue les cryptos, la bourse et la globalité de mon patrimoine pour te donner un petit peu des chiffres et voir sur quels chiffres tu peux arriver si tu as acquis un minimum de connaissances sur les marchés financiers qui vont te permettre en fait de décupler tout simplement ton patrimoine comme je le fais depuis plus de 14 ans. Donc côté bourse, côté crypto d'abord, faut savoir que moi j'ai intégré la crypto dans mes stratégies d'investissement en 2020. Donc je suis mon tracking crypto depuis 4 ans en fait, puisque j'ai commencé en mai 2020 et du coup 4 ans après on en est sur des bonnes performances puisque il y a eu une chute, hein, si tu suis un petit peu l'actualité crypto, il y a eu une nette hausse là pendant plusieurs mois, puis un petit retour de bâton en avril. Tiens, je viens de voir. Ouais, non, c'est ça. En avril, puisqu'il y a eu un moins, en tout cas sur mes stratégies d'investissement, pardon, il y a eu un moins 19,40%. Mais ça m'amène quand même, moi, à une performance globale qui est de l'ordre de x7 sur mon patrimoine crypto depuis 2020. Donc, je suis content, je suis satisfait de ça parce que je suis pas du tout actif. Je prêche plutôt pour les investissements passifs. Donc, c'est-à-dire que j'y passe très très peu de temps. Et malgré ça, on est sur un bon x7 depuis 2020. Donc je suis content là-dessus, ça m'amène cette année pour l'instant, malgré la baisse là d'avril, on est à une performance globale de 37% sur le marché crypto, donc ça reste quand même correct puisque ça reste 10 fois plus que ce que peut fournir le livret A en un an, hein. Je me compare toujours au livret A parce que je sais que la majorité des Français sont soit sur un livret A, soit sur des fonds en euros en assurance vie qui apportent globalement à peu près le même rendement, savoir à peu près 3% par an. Grand maximum, donc voilà, ça reste quand même une performance qui reste très intéressante sur le monde de la crypto. Et on va passer côté bourse. Côté bourse, faut savoir que j'intègre du coup la méthode globale, c'est-à-dire la même méthode que j'ai appelée la méthode RSR, qui allie à la fois des investissements côté action, mais pas que, et côté crypto aussi. Donc on est sur une performance cette année, on est sur une performance de 39%. Je suis aussi côté bourse, la performance annualisée depuis que je fais de la bourse. Donc là, je suis à 19,19% malgré les erreurs que j'ai pu faire en étant débutant, je dirais pendant les 5 premières années de ma vie d'investisseur en bourse. Malgré ces erreurs-là, je reste sur une performance annualisée de 20% à peu près. 2024, donc 39%. Et pour te donner une ordre d'idée, ça représente pour moi environ 2 500 € par mois que j'ai gagné sans trop rien faire, puisque ma gestion, elle me prend 5-10 minutes par mois. Donc trouve-moi un investissement
qui peut te rapporter 2 500 € par mois en passant 5 à 10 minutes par mois, bah moi j'en connais pas. Donc je suis preneur dans les commentaires. Si tu connais des investissements qui font mieux que ça, je suis preneur, mais moi j'en connais pas. Ça, c'est que la partie bourse, mais si on rajoute mon immobilier à tout ça, alors juste pour finir sur la bourse, du coup, le mois d'avril, bah pareil, était en baisse, hein, moins 12,2% sur la globalité de ma stratégie, mais comme tu vois, sur l'année, on reste très haussier puisqu'on a presque 40% de performance cette année. Côté performance globale du patrimoine, donc ça prend la bourse, mais on rajoute sur ça tout mon patrimoine, donc l'immobilier et divers investissements que je peux faire à droite à gauche. Donc sur la globalité de mon patrimoine, depuis que je le suis, on est à 26% par an. 2024, on est sur 8% cette année, puisque ça intègre l'immobilier aussi, et sans compter le cash flow positif, c'est-à-dire en prenant ce que me rapporte la bourse, ce que me rapportent d'autres investissements et mes remboursements d'emprunt dans l'immobilier, on est à peu près sur 4 000 € par mois gagnés cette année sans trop rien faire non plus, puisque l'immobilier est presque 100% délégué. Le seul truc que je fais dans l'immobilier, c'est gérer les gros problèmes, donc ceux que me remonte ma gestionnaire, et également les entrées-sorties dans les colocs. Donc ça consiste à remettre une annonce Le Bon Coin quand il y a un départ et recevoir les candidatures des futurs locataires. Donc on n'est pas sur une gestion non plus qui prend énormément de temps. Pour te donner un ordre d'idée, j'y suis retourné, j'ai refait une visite de mes biens, j'essaie de faire une visite trimestrielle, mais le début d'année avec bébé c'était compliqué. Du coup en fait je n'y étais pas allé depuis septembre, mais je recommande pas de faire ça, hein. Mais grosso modo ça faisait presque 6 mois que j'étais pas allé dans les logements pour les voir. Donc et malgré ça j'ai vu il y a quelques petits trucs à réparer, mais on n'est pas non plus voilà, tout se passe globalement quand même très très bien. Donc voilà pour la globalité de mon patrimoine. Ce que je voulais rajouter, c'est merci à Melvin de m'avoir fait confiance pour l'accompagnement. Comme tu sais, j'accompagne aussi en parallèle des particuliers qui souhaitent apprendre à booster leur patrimoine comme moi je peux le faire depuis maintenant presque 14 ans. Donc je considère avoir acquis assez d'expérience, si tu veux, pour aider la majorité des gens que je côtoie. Et donc la majorité des gens qui viennent à moi, j'ai quand même beaucoup de choses à leur apprendre, puisque moi ça fait des années que je fais ça. Et donc dans ce cadre-là, j'accompagne tout simplement les particuliers comme toi, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise à investir, à apprendre à booster leur patrimoine et faire mieux que ce qu'on nous propose en fait dans la majorité des banques traditionnelles, puisque malheureusement dans les banques, le banquier et même la plupart des gestionnaires de patrimoine vont être plus intéressés par leur commission commerciale que par le fait de faire grossir le patrimoine de leurs clients en fait. Et ça c'est malheureux. C'est un constat que j'ai fait et que je fais tous les jours avec toutes les personnes que j'accompagne. Mais je te prends un exemple. Il y avait donc quelqu'un que j'accompagne qui m'a contacté et qui en fait qui avait mis sur une assurance vie il y a 10 ans et en fait qui a perdu 6 000 €. C'était via un gestionnaire de patrimoine, je précise. Et du coup en fait là c'est clairement pour moi des fautes professionnelles, puisque quand tu vois ce qu'a fait le marché financier en 10 ans, tu peux pas honnêtement accepter que ton client perde de l'argent. C'est que les recommandations sont mauvaises, c'est que les frais sont exorbitants. Pour moi, c'est une faute professionnelle, c'est une mauvaise gestion des finances des clients. Donc tout ça pour dire aussi que
certes, être certifié par l'AMF, c'est un plus, on va dire, mais c'est pas parce que tu es certifié par l'AMF en tant que gestionnaire de patrimoine ou banquier que tu vas faire du bon boulot pour autant et que tu vas prendre à cœur en fait la performance de tes clients. Donc fais attention à ça parce que c'est pas parce que tu vas avoir un banquier ou même un gestionnaire de patrimoine indépendant qui va bien gérer ton argent. C'est comme dans tous les métiers, il y en a des bons, il y en a des très bons, il y en a des mauvais, il y en a des très mauvais. Donc sélectionne bien les personnes qui vont t'aider tout simplement à gérer ton argent parce qu'en fait, toi, derrière, tu mets ton cœur, tu mets du temps, ton salaire, tu essaies d'épargner tous les mois et derrière, si c'est mal fait, ben en fait, tu vas pas t'enrichir, tu vas perdre de l'argent. Donc c'est quand même un poste qui est hyper intéressant à consolider, sur lequel il faut acquérir des connaissances et des compétences, se former, parce que derrière, ça peut vraiment faire la différence dans ton avenir financier, parce que quand on voit ce que fait la bourse ou divers investissements sur 10 ans, 20 ans, et ben en fait, pour moi, c'est une erreur monumentale de pas s'en occuper. De se dire, ah oui, mais moi, je m'en fiche, j'ai de l'argent, j'ai le temps, ou alors, j'ai pas envie de m'occuper de ça, ça me saoule, etc. Tu peux le déléguer, mais délègue-le aux bonnes personnes, ou au moins un minimum, forme-toi un minimum pour comprendre ce qu'on te dit, en fait, quand tu vas voir ces mêmes personnes. C'est pas compliqué, tu lis un bouquin, tu écoutes mes podcasts, et tu sauras dialoguer, en fait, avec la majorité des acteurs financiers de ce monde, qui ont tendance à complexifier le vocabulaire, complexifier les choses pour que tu aies l'impression de rien comprendre et leur confier tout leur argent. Mais en fait, en ayant quelques notions fondamentales, d'ailleurs sur le podcast, il y a une série qui arrive qui va s'appeler La Bourse démystifiée, vous n'avez pas les bases, et qui va te permettre en fait en 6 épisodes de comprendre tout sur la bourse et d'être capable de discuter avec n'importe quelle personne, n'importe quel interlocuteur que tu pourrais avoir dans ce monde-là. Donc voilà ce que je pouvais te raconter. C'est vrai que côté immobilier, du coup, si je reviens dessus, ça s'est plutôt bien goupillé depuis le début de l'année. Comme tu le sais peut-être, j'ai revendu une des premières colocs que j'ai achetées. Donc là, il me reste en fait un immeuble qui est géré à la fois en Airbnb, donc avec de la courte durée, dans 4 appartements sur 6. Et 2 appartements sur 6 sont loués en longue durée, parce que du coup ça permet d'équilibrer. Et il me reste aussi une coloc de 6 personnes qui est hyper rentable, mais que j'essaye de vendre aussi parce que je préfère récupérer la plus-value latente pour la mettre sur les marchés financiers, avoir moins de gestion. Et tout nouveau aussi, satisfaction un peu, satisfaction personnelle. Comme tu le sais peut-être, j'ai passé l'année dernière à rénover une maison de maître en Normandie. L'objectif en fait c'était de la mettre en location saisonnière pour que ça nous paye une sorte de maison secondaire gratuite, puisqu'en fait avec la location saisonnière on a estimé qu'on va louer à peu près la moitié de l'année, peut-être un peu moins la première année, mais voilà, grosso modo on peut estimer 30 à 50% des nuits à l'année qui vont être prises. Et sur cette base-là, en fait, on paye toutes nos charges et en plus on gagne de l'argent. Ce qui fait qu'en fait, on a une maison secondaire gratuite qui, en plus, nous ramène, j'ai pas encore les chiffres, mais qui nous ramènera tous les mois un petit peu d'argent et qui nous payera en fait un petit peu finalement notre loyer ici. Parce qu'on reste locataire en région parisienne. Donc voilà. Donc pour moi, c'était 1 an de travail, mais derrière, on a une maison qui va s'autofinancer, qui va nous permettre de gagner de l'argent et qui va nous créer du patrimoine supplémentaire. L'emprunt, c'est pas moi qui l'ai fait sur cette maison-là, c'est ma conjointe. On a utilisé son effet de levier. D'ailleurs, je t'invite vraiment à utiliser ton effet de levier bancaire. C'est toujours intéressant de le faire puisque sur 10-20 ans, tu auras remboursé ton emprunt et ça te fait aussi une retraite complémentaire à coup sûr. Donc si tu fais ça plus la bourse, en gros, ta retraite, elle est largement assurée et tu peux être serein en fait de ce côté-là. Voilà, écoute, pour moi c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce bilan t'a plu. Reste bien
sur le podcast des Nouveaux Rentiers, puisque là, je vais faire à peu près un podcast par semaine qui sortira le lundi ou le mardi en fonction de ma motivation à le faire. Celui-là devrait sortir lundi. Et donc voilà, suis bien le podcast des Nouveaux Rentiers. N'hésite pas à noter si tu as aimé cet épisode. Et puis ça permet de soutenir le podcast et de faire découvrir le podcast à plus de personnes, puisqu'en fait, si tu mets une petite note sur le podcast, tout simplement, l'algorithme va proposer ce podcast à plus de personnes. Donc voilà, un petit like si t'es sur YouTube, une petite note si t'es sur Apple Podcast ou autre. Ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Ça me permet de voir qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui aiment ce que je fais et ça permet de booster un petit peu les futurs podcasts. Voilà, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.